Le 31 octobre 2006, au petit matin, les gendarmes reçoivent un appel de Claire, une jeune mère de 19 ans. Elle leur indique que son fils, Nicolas, âgé de seulement 13 mois, a disparu durant la nuit. Dès lors, une véritable course contre la montre s'engage pour retrouver le petit garçon. Les habitants sont mobilisés et les journalistes affluent de toute la France. Alors, qu'est-il arrivé au petit Nicolas? Qui a bien pu s'en prendre à l'enfant? Dans cette mystérieuse affaire, les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. J'ai l'impression d'être spectateur d'un film sans son, en fait. On voit des silhouettes blanches. On se dirige peu à peu vers la tragédie. Hein. On sait qu'on se dirige vers un dénouement qui va être tragique. Le 7 mai 2014, à Saint-Malo, une jeune mère de famille circule en voiture. Elle est soudainement percutée par un véhicule roulant à contresens. Le conducteur prend la fuite, tout comme son passager, après avoir été transporté à l'hôpital. Les policiers ne tardent pas à découvrir que derrière ce banal accident de la route se cache en réalité un meurtre, celui de Jérôme, un DJ de 29 ans. Alors quel lien y a-t-il entre l'accident de la route et la mort de Jérôme? Pourquoi les deux occupants du véhicule ont-ils pris la fuite? Et qui pouvait en vouloir au jeune DJ au point de le tuer? L'appartement est en désordre et surtout les policiers vont constater qu'une ceinture du pantalon de Jérôme est enroulée autour de son cou. Le 20 décembre 2012, comme tous les matins, Aurélie, une mère de famille de 29 ans, sort fumer sa cigarette devant son domicile. C'est alors qu'elle est froidement exécutée d'une balle en pleine tête. Quelques minutes plus tard, ses trois enfants la découvrent gisant dans une mare de sang. Pour les forces de l'ordre, c'est le début d'une longue enquête, au cours de laquelle le meurtrier présumé va jouer avec leurs nerfs. Alors, qui a abattu Aurélie? Pourquoi s'en prendre à cette jeune mère de famille, a priori sans histoire? Les gendarmes parviendront-ils à démêler le vrai du faux dans cette mystérieuse enquête? Ça laisse très clairement penser à un crime de sang-froid, une véritable exécution par un agresseur qui s'est tapi dans l'ombre pour attendre sa proie et exécuter son crime au moment le plus propice. Crime en Ille-et-Vilaine revient tout d'abord sur l'effroyable destin de Nicolas, un enfant de 13 mois qui s'est mystérieusement volatilisé une nuit d'octobre 2006. Découvrez cette affaire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire bouleversante d'une mère de famille de 19 ans et de son fils de 13 mois. Un fait divers sous haute tension, au retentissement médiatique national, qui va mettre en émoi tout un département. J'ai l'impression d'être spectateur d'un film sans son, en fait. On voit des silhouettes blanches. On se dirige peu à peu vers la tragédie. Hein. On sait qu'on se dirige vers un dénouement qui va être tragique. Nous sommes en Ille-et-Vilaine, à la frontière avec la Loire-Atlantique, dans une petite commune de 9000 habitants qui s'inscrit dans le sud armoricain. Une ville assez calme, plutôt charmante, avec beaucoup d'espaces verts autour et entourée de campagne. Il y a également plusieurs voies navigables qui traversent cette région, le canal de Nantes à Brest, la Vilaine et puis d'autres petites rivières. Un endroit tranquille jusqu'au 31 octobre 2006, où la cité bretonne va soudainement sombrer dans la tourmente. Les gendarmes sont avisés un petit peu avant 10 h du matin de la disparition d'un enfant âgé de 13 mois. Et c'est la maman qui signale sa disparition en évoquant un enlèvement. Elle va expliquer que quand elle s'est rendue dans la chambre de son enfant le matin, vers 9 h à peu près, elle a découvert qu'il n'était pas dans son lit où elle l'avait couché la veille. Il y a urgence. Jean-François Jolivet,
commandant de la gendarmerie, envoie immédiatement une équipe sur place. À leur arrivée, la jeune mère, tout juste âgée de 19 ans, que nous appellerons Claire, les reçoit en panique. Cette femme déclare qu'on lui a enlevé son enfant dans la nuit du 30 au 31 et qu'elle est extrêmement inquiète et qu'elle ne comprend pas. Elle n'est pas capable d'expliquer dans quelles circonstances son fils a disparu. Il faut préciser qu'elle vit seule avec son enfant dans un appartement d'un petit HLM. Claire indique aux forces de l'ordre qu'elle a couché son fils de 13 mois, que nous appellerons Nicolas, aux alentours de 19h. Elle a passé donc la soirée dans son appartement, elle est partie se coucher, mais elle n'est pas retournée voir dans la chambre de son enfant. Et le lendemain matin, elle a découvert qu'il n'était plus là. L'enfant semble s'être volatilisé. Mais la jeune mère ne va pas tarder à mettre les gendarmes sur une première piste. Au cours de la soirée, elle se serait brièvement absentée. La jeune femme pense que ça a dû se passer à un moment où elle a quitté l'appartement. C'était donc la veille au soir. Elle est descendue en bas de son immeuble pour descendre la poubelle. Elle a fumé une cigarette. Ça a dû durer à peu près une quinzaine de minutes. Un court laps de temps, durant lequel un kidnappeur aurait pu se glisser chez elle pour enlever l'enfant. D'autant plus que Claire précise qu'elle n'avait pas pris la peine de verrouiller la porte, ne se doutant pas un seul instant du drame qui allait se jouer. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement? Qui pourrait avoir emmené Nicolas? Et pourquoi arracher un bébé de 13 mois à sa mère? Dans cette petite commune d'Ille-et-Vilaine, cela fait maintenant 15 heures que Nicolas a disparu. Les gendarmes savent que dans ce type d'affaires, le temps joue contre eux. Ils ne lésinent donc pas sur les moyens. Je demande au groupement d'Ille-et-Vilaine des renforts supplémentaires. On m'accorde un hélicoptère, on m'accorde une équipe cynophile. Et peu de temps après, l'escadron de gendarmerie mobile de Nantes vient en renfort donc pour les recherches pédestres. Très rapidement, une centaine d'officiers de gendarmerie déferlent sur la ville. Chaque quartier est quadrillé. Mais hélas, aucune trace de l'enfant. Les forces de l'ordre essaient alors de retracer le chemin parcouru par le ravisseur. Le chien de l'équipe cynophile avait marqué, donc, comme on dit, sur l'ascenseur, avec l'odeur donc d'un effet de l'enfant. Donc voilà, on est vraiment dans cette hypothèse d'enlèvement dès le départ. À la sortie du bâtiment, le chien perd la trace de l'enfant. Tous les appartements, toutes les caves de l'immeuble sont fouillées. Sans succès. Les gendarmes interrogent alors les voisins. Personne ne signale un individu suspect ou une voiture suspecte quittant les lieux rapidement. Personne n'a vu non plus quelqu'un s'enfuir avec un jeune enfant. Donc on n'a aucun élément permettant d'orienter les recherches. On n'a que cette courte disparition avec le fait qu'un enfant de 13 mois n'a pas pu disparaître et se volatiliser tout seul. Au fur et à mesure de la journée, l'agitation causée par l'intervention des forces de l'ordre laisse place à l'effroi. Un certain malaise règne dans la petite cité HLM. On est dans une ambiance où déjà on plaint cette jeune femme, qui est une mère célibataire, une mère aimante qui s'occupe de son enfant. Donc on sent que les gens ont tendance à se projeter dans l'horreur de ce qui peut arriver à tout le monde, se lever le matin et puis trouver son enfant dans sa chambre. Le lendemain de la disparition de Nicolas, le 1er novembre 2006, la commune est plus que jamais en effervescence. On est dans la tranquillité d'un jour férié et de cette tranquillité, on va passer à la frénésie médiatique. La gendarmerie du commandant Jolivet est littéralement prise d'assaut par une nuée de médias. L'affaire fait les gros titres. Claire, la mère de 19 ans, s'exprime alors à la télé. J'ai cherché, j'ai poussé le lit, j'ai regardé
peu partout, quoi, et j'ai pas trouvé. Au début, ouais, on n'y croit pas trop, et puis après, on se rend compte que si, il est plus là, donc après on est en panique, quoi, on sait plus trop quoi faire. On a tous les ingrédients du drame humain le plus absolu. Tout le monde est dans l'attente de savoir si on aura une fin heureuse ou pas. Mais les gendarmes sont dans l'impasse. Pour essayer d'en savoir plus, ils se penchent de plus près sur l'histoire de cette famille. Claire est une jeune mère célibataire, tombée enceinte à 17 ans. A priori, le père, c'est un jeune garçon mineur, lui aussi, qu'elle a rencontré il y a peu de temps et qui va quitter la ville au bout du 6e mois de grossesse. Claire n'aura plus jamais de nouvelles. Elle trouve alors du réconfort auprès de ses parents, sur qui elle peut compter, et chez qui elle retourne habiter le temps de sa grossesse. À la naissance de Nicolas, en véritable battante, elle reprend les rênes de sa vie. Elle a retrouvé un emploi en recontactant d'ailleurs d'anciens employeurs. Elle s'est réinstallée en se trouvant en appartement. Donc on a une femme qui présente très très bien et qui donne de l'espoir dans l'évolution de sa propre vie et puis de celle de son enfant. Un mois avant le drame, elle s'installe donc dans une cité HLM. La jeune femme mène alors de front sa vie de mère et son travail de serveuse. Pour l'épauler, Edith, une amie proche, garde Nicolas en son absence. Elle se souvient du bonheur qui émanait de ce foyer. Elle était aimante, elle était pour son si jeune âge parfaite. J'étais même étonnée de son dévouement à son enfant. De jouer avec lui, de rire, de le prendre comme ça en haut, de jouer avec lui et que lui il éclatait de rire parce que c'était un enfant qui ne pleurait jamais. A priori, rien dans la vie de la jeune mère ne permet donc d'imaginer un tel drame. Une question taraude pourtant les enquêteurs. Et si le père de l'enfant avait décidé de refaire surface ? On va assez rapidement penser à l'hypothèse d'un enlèvement parental, puisque c'est une jeune femme qui est mère isolée. Alors, où se trouve Nicolas ? Son père pourrait-il être son ravisseur ? Et surtout, les forces de l'ordre retrouveront-elles l'enfant vivant ? Le 2 novembre, en Ille-et-Vilaine, cela fait 3 jours que le petit Nicolas a disparu. Les enquêteurs retrouvent alors la trace du père de l'enfant. Mais très vite, la thèse de son implication dans l'enlèvement est écartée. Le père désigné par Claire se trouve à l'étranger. En termes d'emploi du temps, en termes de distance géographique et par rapport à l'enquête de voisinage où ce jeune homme n'apparaît nulle part dans cette petite ville d'Ille-et-Vilaine, voilà, très vite on se dit qu'il faut peut-être concentrer nos efforts sur d'autres hypothèses. Et justement, ce jour-là, alors que forces de l'ordre et riverains recherchent sans relâche l'enfant, une effroyable découverte va faire basculer l'enquête. Le 2 novembre, à 13h, 13h30, pour les gens qui suivent ce dossier de près, c'est-à-dire les habitants, la presse qui est autour, tout d'un coup, on sent une ambiance qui change parce que tout s'arrête. Des gens nous signalent que des gendarmes se sont déployés en nombre autour d'un petit étang. Un étang situé à seulement 1 kilomètre du domicile de Claire. L'appréhension est à son paroxysme, car un enquêteur de l'équipe subaquatique vient d'y découvrir un poids immergé dans l'eau et posé sur la vase. Les plongeurs m'appellent. Bon, très rapidement, je fais en sorte que les accès à l'étang soient interdits à la circulation des personnes et des véhicules. Malgré le dispositif mis en place, badauds et journalistes s'accumulent autour du point d'eau. La scène qui se déroule sous leurs yeux
ne présage rien de bon. Tous ne pensent alors qu'à cet enfant, âgé de seulement 13 mois. Je me rappelle, voilà, on se dit que c'est une question de minutes en fait. J'ai l'impression d'être spectateur d'un film sans son en fait. On voit des silhouettes blanches. On se dirige peu à peu vers la tragédie. Hein. On sait qu'on se dirige vers un dénouement qui va être tragique. La masse inerte est ramenée au bord de l'étang. Les techniciens en identification criminelle procèdent alors aux premières constatations. Et le doute laisse la place à l'horreur. C'est le corps d'un petit garçon qui est habillé, qui est emballé dans un drap. Le drap étant lui-même lesté par des bouteilles. C'est un acte pensé, c'est-à-dire qu'on veut faire disparaître le corps, pas qu'il remonte à la surface en fait. Après identification, il s'agit bien du corps du petit Nicolas. Cet épilogue tragique laisse la population dans l'incompréhension la plus totale. Et les proches de la famille sont submergés par la douleur. Quand on apprend qu'il est arrivé malheur à l'enfant, c'est un choc, c'est tout. On dirait qu'il y a une bombe qui explose sous notre tête. Surtout cette confusion de ne pas savoir justement qu'est-ce qui s'est passé. Ce qu'Edith ne sait pas encore, c'est qu'en réalité, les gendarmes ont déjà une suspecte. Claire, la mère de l'enfant, dont le comportement soulève la méfiance. On a un créneau temps très court pour la disparition de l'enfant. En plus, son attitude, effectivement, qui consiste à ne pas aller voir son fils entre 19h le soir et le lendemain 9h, n'est pas l'attitude normale d'une mère d'un enfant de 13 mois. D'autant plus que certains éléments ne collent pas. Je me rappelle de la remarque d'une collègue qui m'avait dit d'emblée si l'enfant a disparu pendant la nuit, comment se fait-il que le signalement ne soit pas un enfant en pyjama? Claire est donc dans le viseur des enquêteurs. Pourtant, la veille encore, la jeune mère se défendait devant les caméras de télévision. Elle n'a fait aucun mal à son fils. Les gendarmes m'ont posé plein de questions aussi, mais moi je peux pas, j'aurais pas pu faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Je l'aime trop, c'est un garçon simple, il est pas facile. Et... j'aurais pas, je l'aime trop. Pour en avoir le cœur net, les gendarmes souhaitent l'entendre à nouveau. Claire est donc interpellée et placée en garde à vue. Alors, la jeune mère pourrait-elle être impliquée dans la disparition de son fils? Pourquoi s'en serait-elle prise à lui? Et que révélera l'autopsie de l'enfant de 13 mois? Au poste de gendarmerie, 3 jours après les faits, Claire est placée en garde à vue. Elle est auditionnée. Si au départ la jeune femme nie toute implication dans la mort de son fils, au fil de l'interrogatoire, elle finit par évoquer un accident domestique. Elle dit qu'elle donnait le bain à son petit garçon, qu'elle s'est absentée de la pièce pour aller aux toilettes. Et lorsqu'elle est revenue dans la salle de bain, elle a retrouvé son enfant au sol, inanimé, inerte. Une version qui est loin de convaincre les autorités. Pardonnez-moi, mais la thèse du décès accidentel ne peut pas coller avec la dissimulation du corps. Je veux dire, un parent qui est confronté à la mort accidentelle de son enfant, il ne va pas avoir pour réflexe de le changer, de l'emballer dans un drap, de le lester de bouteille et d'aller le jeter dans un étang. La thèse de l'accident est donc difficilement concevable. D'autant plus que les conclusions du médecin légiste ne laissent aucun doute sur l'intention homicide.
L'autopsie va déterminer que l'enfant est mort à la fois par étouffement, par strangulation et par pendaison. Visiblement, on a affaire à un meurtre qui s'est fait en plusieurs étapes. Confrontée à ces éléments accablants, la jeune femme de 19 ans craque. Elle déclare alors aux enquêteurs qu'elle ne supportait plus d'élever son enfant seule. Ce lundi 30 octobre, au soir, elle décide donc de le supprimer. Et elle va avoir un terrible geste. Le premier d'une longue série. Elle va donc dans un premier temps tenter de tuer son enfant en l'empêchant directement de respirer, en lui mettant la main sur la bouche et en le tenant. Elle livrera aux enquêteurs le fait qu'elle n'arrive pas à mettre fin à ses jours de cette manière-là parce que l'enfant bouge trop, se débat pour survivre. Mais la jeune mère est déterminée. Elle s'empare d'une peluche et tente à nouveau d'étouffer son fils de 13 mois. Sans succès. Elle prend alors une écharpe qu'elle enroule autour du cou de Nicolas. Entre deux phases du calvaire de cet enfant, elle part acheter des confiseries, elle revient, elle se rend compte que l'enfant respire encore, donc elle resserre l'écharpe. Face à des enquêteurs médusés, Claire reconnaît alors avoir commis l'irréparable. Elle va passer à un troisième mode de strangulation qui va être le bon, c'est-à-dire qu'elle va se saisir de cette écharpe, le pendre à la fenêtre. Puis pendant ce temps-là, elle regarde un film comique à la télé. Oui, c'est assez déroutant et incompréhensible. Entraînée dans sa spirale meurtrière, la jeune femme enroule ensuite le corps de son enfant dans un drap, le leste de bouteille, le met dans un sac et s'en débarrasse dans l'étang. On est complètement abasourdé par la manière dont elle a procédé. Elle n'a pas cessé de monter dans l'horreur. Elle agit avec une détermination absolument froide et incroyable. Après plus de 36 heures de garde à vue, Claire est mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et placée en détention provisoire. Mais des questions subsistent. Comment une maman de 19 ans, décrite comme exemplaire, a-t-elle pu commettre l'irréparable? Quel peut être le déclencheur d'une telle frénésie criminelle? Et Claire avait-elle pleinement conscience de ses actes? Pure Excess, le nouveau parfum pour homme de Paco Rabanne. Relaxez-vous avec le coussin cervical chauffant Silvercrest. Réglez-le à la température souhaitée. Rapidement, la chaleur se propage et vous procure une sensation de bien-être. Vous ne pourrez plus vous en passer. Coussin cervical chauffant Silvercrest, 19,99 €. Dès maintenant, en exclusivité chez Lidl. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Le jour des retrouvailles, c'est important d'être bien habillé pour faire son petit effet. Gémeaux, c'est la mode qui vous aime. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30 € par an. Adhérez vite sur mae.fr. MAE, mon premier assureur. Maintenant, avec les biscuits Pépito de Lu, créez plein d'histoires rigolotes. 20 biscuits Pépito et Mochoco à découvrir. Toujours aussi chocos, Pépito. La vie en Lu.
Ils sont dans leur vaisseau et là, ils descendent de leur secours volant. Et là, les Martiens attaquent. Oui, les Martiens attaquent. Mais tu sais, les petits bonhommes verts, ça n'existait pas. Et le petit bonhomme rouge, lui, il existe. Assurons-nous de transmettre les bons gestes. Attitude prévention. Donnons de l'assurance à la vie. La princesse, elle attendait l'arrivée du prince charmant. Et lui, il prenait tout son temps. Un peu comme Internet sur le portable de maman. Tu sais, quand il n'y a plus de giga, après le 15 du mois. Ta maman, ça là... Ça l'énerve. Sinon, le seul forfait avec la 4G illimitée à seulement 15,99 € par mois est chez Free. Merci Free. Belvita Petit Déjeuner, c'est un biscuit aux 5 céréales complètes, des pépites de chocolat et une touche de miel. Le tout délicatement doré au four. Belvita Petit Déjeuner, pour des matins qui ont du goût. En ce moment, achetez un paquet porteur de l'opération et offrez un moelleux Belvita à un proche. La vie en lu. Ready for revolution? Feel the heart and soul effect. High comfort in high heels. Heart and Soul by Tamares. Mes petits gourmands, quand ils ont trop faim, faut pas traîner pour les régaler. Heureusement, Panzani a créé les 3 minutes. Des pâtes plus fines, qui cuisent plus vite. 3 minutes et c'est bon. Trop bon! Panzani 3 minutes, goûtez vite le numéro 1. I look at myself in the green of the trees. I'm breathing the air so pure. Le seul confort dont on ne peut pas se passer. Le trèfle maxifeuille, généreux par nature. Oui, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? On a oublié la liste scolaire des enfants. Je passe la commande en magasin. Bon, on rentre. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Suivez-moi, votre liste est prête? Yes. Chez Bureau Vallée, en magasin ou sur Internet, nous préparons gratuitement vos listes scolaires. 13 tenders pour seulement 6,95 €. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie. Ou pas. Ouais, plutôt pas même. Tous les mardis chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95 €. Allez, va voir s'ils ont une chambre. Opel OnStar, ici Anna. Bonsoir Anna. J'aimerais réserver une chambre dans l'hôtel le plus proche. Avec OnStar, réservez votre hôtel en voiture dans le nouvel Opel Crossland X. La qualité allemande à portée de main. Opel, l'avenir appartient à tous. Le nouvel Opel Crossland X est à partir de 169 € par mois. Oui, seulement 169 € par mois, entretien compris. Fontaine Touch. Saurez-vous résister à la douceur de son papier? Ah, puis comme ça, hein, tranquille, en soum-soum. Ils ont trop pris la confiance. Madame Kilif, je vous confirme que vous êtes dès maintenant assurée chez Direct Assurance. Nous sommes occupés de toutes les formalités. Et en plus, on vient d'économiser 270 €. Pour les mêmes garanties qu'ailleurs. En venant chez Direct Assurance, économisez en moyenne 270 €, même en tout risque. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Maigrir maintenant. Mes menus. Miam, ma minceur. Ma méthode, Weight Watchers. Perdez 8 fois plus de poids qu'en essayant seul. Vite, démarrez à 0 €. WeightWatchers.fr. Ah, si tout pouvait être aussi facile qu'en Skoda. Découvrez la Skoda Fabia à partir de 109 € par mois. Skoda Fabia, elle a tout pour vous surprendre. Dans la cité bretonne, la nouvelle de la mort du jeune Nicolas choque la population. Personne n'explique le geste commis par cette mère de famille qui semblait pourtant si proche de son enfant. Les gens voulaient chercher à comprendre ce qui s'était passé dans sa tête. Ce qui avait motivé cette maman quand elle nous a soutenus les yeux dans les yeux qu'elle n'y était pour rien dans la mort de son enfant. C'est inimaginable, impossible. Elle était une mère incroyable. Il n'y a pas d'explication. Je pense que
On peut chercher, comprendre, mais on ne comprendra jamais. Je sais même elle, si elle est capable de comprendre. Pour trouver un début d'explication, les enquêteurs doivent remonter au 31 décembre 2006. Un mois, jour pour jour, avant le drame. C'est le moment où elle a voulu prendre son autonomie et elle a emménagé seule. À mon avis, c'est là que ça a commencé à basculer et je pense qu'elle n'a pas supporté le poids, la charge de cet enfant et cette solitude. Et qu'elle l'a pris un petit peu en horreur quelque part. De plus, à la mi-octobre, Edith, qui garde Nicolas, informe Claire qu'elle ne pourra pas s'occuper de lui durant les vacances de la Toussaint. Pour la jeune mère, c'est le coup de grâce. Cette mère se trouve confrontée à une situation pour laquelle elle n'a pas de réponse très logique. Pour elle, je n'ai plus de nounou, j'ai un emploi. Cet enfant me dérange. Il vient dans ma vie, il est en trop dans ma vie. Il me pose trop de difficultés. Claire prend alors une décision disproportionnée. Elle décide de démissionner pour s'occuper de son fils. Pourtant, 2 jours avant le drame, une voisine avait proposé ses services. Donc elle avait d'autres solutions. On lui avait donné des adresses d'assistantes maternelles, on lui avait donné un certain nombre d'éléments. Elle n'avait pas fait de démarche. Seule, dans la tourmente, la mère de 19 ans perd tout sens des responsabilités. Elle va le laisser seul dans l'appartement. Alors parfois c'est quelques heures, mais parfois un peu plus. Quelques jours avant le crime, elle l'a laissé pendant 20 heures dans l'appartement. Il n'a pas été nourri ni changé pendant tout ce temps-là. L'expert psychologue établit ainsi que la jeune femme n'est pas douée d'une grande capacité d'analyse et de discernement. Et visiblement, elle ne dit pas toute la vérité. Elle ment sur tout un tas de choses. Donc elle est à la fois menteuse et affabulatrice. Toujours suivant les experts, Claire présente également une immaturité affective. L'expertise médico-psychologique ajoute aussi des propres déclarations de Claire, c'est qu'elle a toujours eu l'impression d'être la moins aimée de la fratrie. Selon ces résultats, Claire est responsable de ses actes et pourra donc être jugée. Alors, dans son procès à venir, quelle attitude adoptera la mère de 19 ans? Face au juré, s'enfermera-t-elle dans ses mensonges ou livrera-t-elle enfin la vérité? Et quel sera le verdict de la Cour? Le 10 février 2009, le procès de Claire s'ouvre à la cour d'assises de Rennes. Elle a alors 22 ans et encourt la prison à perpétuité. Aucun proche de la victime ne s'est porté partie civile. Et on ne peut pas leur reprocher parce que la seule famille connue de cet enfant, c'est une famille qui est tiraillée entre la fille, Claire, qui est la meurtrière, et le petit-fils, Nicolas, qui est la victime. Une meurtrière qui, depuis son box, peine à affronter le regard de ses proches, présents dans la salle. On sent qu'elle est très très émue. Elle tient un mouchoir dans la main qu'elle ne va pas lâcher de toute l'audience et elle pleure beaucoup, elle baisse la tête et on sent que c'est très 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 dur pour elle. Tout au long des débats, l'avocat de Claire insiste sur la jeunesse et l'immaturité de sa cliente. C'est une défense qui est difficile, parce que c'est aussi un élément à charge, puisque c'est toute l'immaturité de Claire qui fait qu'on en est arrivé là. Et qu'on ne peut pas nier dans ce dossier, c'est que ça avait beau être une mère célibataire, c'était une femme très entourée. À tel point qu'à la barre, ses proches la soutiennent encore. Pourtant, dans l'Assemblée, au fur et à mesure des témoignages, les visages se crispent. Quand on commence à sortir les pièces de conviction, j'ai été désespérée. C'était horrible, on m'a décrit un monstre.
c'était pas la personne que je connaissais. C'était pas elle. C'est inconcevable. Sans surprise, le dernier jour du procès, l'avocat général réclame une peine exemplaire de 25 ans de réclusion criminelle. Mon objectif a été surtout de montrer justement la nature particulière du processus criminel dans ce dossier et de montrer qu'elle n'était pas la jeune femme dont elle avait voulu renvoyer l'image, c'est-à-dire que ça n'était pas le procès de la misère sociale, de la mère célibataire, abandonnée, isolée, qui n'en pouvait plus et qui n'avait pas d'autre solution finalement que de supprimer son enfant parce qu'elle n'arrivait pas à vivre et à faire vivre son enfant. Au terme de 3 jours d'audience, le verdict tombe. Et il est sans appel. Les jurés condamnent Claire à 25 ans de prison ferme. L'accusé a le droit, une dernière fois, à la parole. La présidente lui a demandé si elle avait quelque chose à dire. Elle a dit « c'est plus que mon âge ». Aujourd'hui, en Ille-et-Vilaine, si on préfère rester discret sur cette terrible affaire, le visage du petit Nicolas reste dans toutes les mémoires. De son côté, Edith tente de refermer les blessures causées par la disparition de cet enfant qu'elle a tant aimé. J'ai gardé toutes les photos. On essaye de... Je ne sais pas, de faire comme s'il est parti en voyage, je ne sais pas. Parce que ça fait mal.